Et on se retrouve pour ce nouveau rendez-vous, 40 minutes à nouveau, où vous pouvez poser toutes vos questions durant l'échange. On les prendra plutôt à la fin de l'intervention, puisqu'on va tenter de comprendre ensemble l'effet de levier avec les turbos. Nous allons en parler avec Christophe Berthe, responsable du développement chez IG France. Bonjour Christophe Berthe. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur ce plateau. On va parler donc des turbos, on va parler de l'effet de levier. L'effet de levier, on en parle depuis ce matin. Alors, on va le voir spécifiquement avec les turbos. Avant d'aller concrètement sur les turbos, peut-être un rappel qu'il faut garder en tête sur tout le long de notre prise de parole, c'est les risques. Rappel important en effet sur les risques. Justement, les turbovarants sont des instruments financiers complexes présentant un effet de levier, donc risque de perte en capital sur votre position. Cette présentation, bien sûr, est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil en termes de trading. D'accord, pas de conseil, voilà pour le côté réglementaire, voilà Exactement. Pour le rappel des risques. Bon, je me permettrai peut-être de le dire tout au long de la présentation, mais on rappelle donc du coup, évidemment, quand on parle de produits de bourse, on parle de produits qui sont risqués. Il y a toujours un couple rendement-risque, il n'y a jamais l'un sans l'autre. Voilà, jamais l'un sans l'autre, en effet. Il faut le garder en tête. Alors maintenant, on va parler des turbos. L'effet de levier, on en a déjà parlé, on en parle depuis ce matin. Là, on va parler spécifiquement des turbos. Les turbos, qu'est-ce que c'est concrètement, Ce sont des produits de bourse qui vous permettent d'investir donc sur différents marchés, aussi bien actions, matières premières, indices, paires de devises également, et d'investir sur ces marchés avec de l'effet de levier. D'accord. Alors justement, la caractéristique principale de ce produit est l'effet de levier, et il est important, je pense, de rappeler les composantes de l'effet de levier, parce que souvent on s'aperçoit que l'investisseur privé part sur des produits à effet de levier sans forcément connaître les caractéristiques. D'accord, il sait qu'il y a un effet de levier, mais il ne sait pas forcément quelles sont les caractéristiques derrière. Exactement, c'est prendre une position sur un marché sans vraiment connaître le principe de calcul d'effet de levier. Vous savez, c'est comme si vous achetez un produit quelconque sans vraiment connaître ses caractéristiques, sachant qu'il y a du risque. Donc, il vaut mieux être extrêmement prudent. On commence déjà à rappeler qu'il y a du risque, effectivement. Voilà. Alors, cet effet de levier dont on peut bénéficier, qu'est-ce que c'est concrètement? Alors, quelles sont les caractéristiques? Alors, je vous ai repris justement un exemple très concret au niveau de la présentation. Donc, l'effet de levier, il vous permet d'investir sur une position sans avoir à mobiliser l'intégralité de cette position. Ça, c'est la caractéristique majeure de l'effet de levier. Alors là aussi, souvent, on se pose des questions, mais comment c'est calculé? Comment ça se passe? En réalité, c'est très simple. C'est le résultat d'une opération, d'une division. Pour calculer un effet de levier, on va prendre ce que l'on appelle la valeur nominale de la position, c'est-à-dire la position réelle que vous prenez dans le marché. Donc si on prend l'exemple d'une action, par exemple, ça veut dire une action qui vaudrait 100 à un instant T. Qui vaudrait 100 à un instant T, voilà. À l'instant où on veut prendre sa position. Exactement. D'accord. Et on va diviser le montant de cette valeur nominale par le montant immobilisé, c'est-à-dire ici la valeur du turbo. Et donc si vous faites la division entre les deux, vous avez donc le résultat d'un effet de levier. Donc si je veux agir sur une action qui a une valeur nominale de 100, il y a un exemple, j'allais dire 100 et 10, et voilà, parfait. On a pris un exemple simple pour bien imager, si vous voulez, cet exemple d'effet de levier. En effet, vous prenez une position dans le marché qui vaut 100. D'accord. Elle est mobilisée que 10 euros. Donc ça, c'est 10 euros de mon portefeuille. Mon investissement, il vaut 10 euros. C'est-à-dire que vous mettez 10 euros sur la table. Vous mettez 10 euros sur la table pour prendre une position dans le marché qui en vaut en réalité 100. D'accord. Donc vous voyez que le calcul de l'effet de levier, il est relativement simple. On prend cette valeur nominale, la valeur dans le marché qui est de 100, on la divise par le montant à immobiliser, 10. 100 divisé par 10, on obtient donc x 10, ce qui veut dire que 10 euros me permettent de détenir une position qui en vaut en réalité 10 fois plus. D'accord, ok. Et donc ça, on imagine que quand je prends une position à 10 euros avec un effet de levier x 10, donc on arrive à ces 100 euros. Si jamais demain, ça en vaut 102. Alors en effet, ça va avoir un impact important et direct sur la performance de votre position et sur la performance de votre investissement. Bien sûr. Gardez en tête que justement cette performance, cet effet de levier va avoir un effet aussi bien sur les gains, mais également sur les pertes. D'accord. Justement, on a repris un exemple, juste après. Voyez, bien sûr. On a un impact direct de l'effet de levier donc, sur cette performance. Ah, donc là, on est sur une hausse de 5%, par exemple. Voilà. Deux exemples très concrets. Un exemple de gain. Ma position prend 5%, c'est-à-dire que la valeur globale de ma position passe de 100, l'exposition dans le marché plutôt. L'exposition dans le marché passe de 100 à 105. D'accord. Vous gagnez 5 euros. Si vous êtes avec un produit à effet de levier, vous avez juste mobilisé 10 euros. Vous avez votre position qui passe de 100 à 105, donc vous gagnez 5 euros. Même en ayant mis 10 euros. Même en ayant mis 10 euros, en effet. D'accord. Puisque
la performance, je gagne pas bien... 50 centimes, c'est pas au prorata de ce que j'ai investi. D'accord. D'où l'effet de levier. Exactement. La performance est bien calculée sur le nominal de votre position globale, votre exposition globale dans le marché. Donc en fait, si j'ai un effet de levier x10, quand je passe de 100 à 105, je gagne 5%, mais en fait, vu que moi j'ai mis que 10 au départ, je gagne 50%. D'accord. Enfin, vous gagnez 5% en effet si vous êtes exposé pour 100% de la position. Bien sûr. Ouais. Si vous êtes exposé avec de l'effet de levier, donc c'est-à-dire que vous n'avez mis que 10 sur la table, votre position passe de 100 à 105, donc on l'a vu, un gain de 5 euros, ce qui représente un gain de 50% sur le montant que vous avez mobilisé au départ. Bon, ça c'est le scénario optimiste. Ça c'est le scénario optimiste. En effet, ça ne se passe pas toujours comme ça. Bien sûr. Ouais. Ça peut également se passer dans l'autre sens, et dans l'autre sens, eh bien, l'effet de levier agit de la même manière. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, pour une baisse de 5%, on passe de 100 à 95 dans le marché, en effet, baisse de 5, et ce qui fait donc une perte de 5 euros, alors que vous aviez mobilisé 10 euros au départ. Donc là, on est bien sur un effet de levier également sur la perte, et là, vous perdez 50% du montant immobilisé. Et alors on le verra justement, effectivement, un sous-jacent ne reste jamais à 100, il monte, il évolue, il monte, il baisse, et donc du coup, effectivement, ça peut décupler les gains comme décupler les pertes sur le temps du... Oui. Il est vraiment important de garder en tête que cet effet de levier, en effet, fonctionne dans les deux sens, aussi bien du côté des gains, mais également du côté des pertes. Bien sûr. Ça, malheureusement, l'investisseur privé a souvent tendance un petit peu à l'oublier. Il a un biais, il voit que les gains, c'est ça ? Exactement. Alors, il y a deux manières de voir l'effet de levier. D'accord. Vous souhaitez prendre une position dans le marché qui vaut 100. L'effet de levier vous permet de mobiliser non pas 100, mais juste une fraction de cette position. Bien sûr. Après, vous avez la deuxième vision des choses sur l'effet de levier, c'est de se dire, j'ai 100 dans mon portefeuille, ça veut dire que je peux prendre une position qui en vaut en réalité 10 fois plus. Bien sûr. C'est-à-dire, je vais prendre plus de risques quelque part par rapport à l'ensemble de mon capital. Moi, je pense que la première philosophie, la meilleure en termes de gestion de risque, c'est vous avez 100 sur votre portefeuille, eh bien, au lieu de mobiliser la totalité sur une seule position, vous allez pouvoir, avec juste une fraction de votre portefeuille, mobiliser l'équivalent de la même position, mais en mobilisant qu'une fraction. Dans le second cas que vous nous avez donné, on est dans de la spéculation pure, alors que dans le premier cas, on est dans une stratégie de diversification, mais en même temps, on va aller placer plus que ce qu'on a, même si effectivement, après, on assume s'il y a des pertes potentielles avec cet effet de levier. J'ai envie de vous dire, la clé reste le money management. La gestion de position, la gestion de risque, ne pas être trop gourmand et savoir également limiter ses pertes. On va le voir d'ailleurs, puisque le produit dans ses caractéristiques permet en effet de limiter le risque, ou en tout cas de le réduire. Alors avant de parler du produit, l'effet de levier, là on donne un exemple de 10, c'est pas forcément toujours un effet de levier x10 pour le coup. C'est pas toujours un effet de levier x10. Sur les turbos par exemple, on démarre sur un effet de levier, on peut aller sur un effet de levier qui démarre à 2. D'accord. Et on peut aller bien au-delà de 100. On va le voir aussi dans les caractéristiques, en fonction de la barrière de désactivation. Vous allez pouvoir choisir votre effet de levier. Alors là, vous commencez à nous donner effectivement des caractéristiques qui sont plus de l'effet de levier de manière générale, mais qui sont propres à un produit, en l'occurrence les turbos. Comment est-ce que je peux utiliser cet effet de levier avec un produit qui s'appelle les turbos ? Alors sur le turbo, on va le voir. Donc le turbo en général, donc comme on disait, c'est une valeur, donc c'est un produit de bourse, c'est une valeur mobilière qui se négocie donc sur un marché boursier. Bien sûr. Vient à quoi, un compte titre ? Vient un compte titre, d'accord. Vient un compte dédié. Chez IG, par exemple, on a un compte dédié sur les turbos. D'accord, ça s'appelle un compte turbo, quoi. Du coup, on fait que du turbo dessus. D'accord. Exactement. Ok, vous allez faire que du turbo dessus, mais si vous êtes dans le cadre d'un courtier classique, vous allez pouvoir négocier ce produit, puisqu'il a un code ISIN, il code comme une action sur un marché. Donc vous allez pouvoir le retrouver dans un moteur de recherche et le négocier sur votre compte titre. D'accord. Où que soit mon compte titre. Ou en effet, quelle que soit la banque dans laquelle est hébergé mon compte titre. Alors sur les turbos qu'on propose chez IG aujourd'hui, on a l'exclusivité avec un émetteur. Alors pour l'instant, mais qui nous permet donc de distribuer ce produit en particulier, que sont les turbos 24 dont on reparlera tout à l'heure. Mais là on parle des turbos de manière générale. Les turbos générales, voilà. Okay. Sur le fonctionnement, donc c'est un produit qui est émis par un établissement bancaire. Ce qu'on appelle un émetteur, établissement bancaire ou établissement financier. Et donc, il est négociable, comme je vous disais, sur une place boursière. Ça peut être Euronext, mais ça peut être également une place de marché alternative. D'accord. Aujourd'hui, on parle des MTF, pour Multilateral Trading Facilities, qui sont en réalité des plateformes concurrentes d'Euronext, qui permettent également de passer des transactions. C'est ça, effectivement, parce qu'il y a
Euronext, donc du coup qu'on peut aussi connaître comme la Bourse de Paris. Euronext est effectivement l'opérateur d'ailleurs qui n'opère pas que la Bourse de Paris, mais la Bourse de Paris est opérée par Euronext. Mais il y a d'autres acteurs qui se positionnent et qui offrent d'autres places de marché. D'accord. Tout à fait. Et on peut également y trouver des turbos. Et on peut également y trouver des turbos. D'accord. C'est ce qu'on verra d'ailleurs au travers des turbos 24 qui sont cotés sur un MTF, donc une place de marché alternative. Donc le turbo, c'est un produit à effet de levier qui va vous permettre de prendre position sur les marchés, aussi bien à la hausse, au travers d'un turbo long, ou à la baisse, au travers d'un turbo short. D'accord. Ça me rappelle un peu ce qu'on appelle des options, mais... Alors, ce ne sont pas des options. D'accord, ok. Justement, la grosse différence du turbo par rapport aux options, c'est que ce n'est pas un produit optionnel, ce n'est pas un produit qui vous permet d'acheter un sous-jacent à un moment donné, à un prix donné. D'accord, ok. On va le voir, on va simplement, au travers du turbo, investir sur l'évolution du cours à la hausse ou l'évolution du cours à la baisse. Ok. Alors, quand on parle donc on reste dans une idée qu'on a un scénario de marché quand on investit sur un turbo. D'accord. C'est-à-dire que j'ai envie de vous dire, la seule question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que le marché va monter ou est-ce que le marché va baisser? Est-ce que je pense que le marché va monter ou est-ce que je pense que le marché va baisser? D'accord. Donc si vous pensez que le marché va baisser, vous achetez un turbo long. Pardon, si vous pensez que le marché va monter, vous achetez un turbo long. D'accord. La hausse, turbo long, baisse, turbo short. Turbo short. On retrouve également l'appellation call et put. D'accord. Pour un turbo long pour le call et turbo short pour le put. D'accord. Donc des turbo put et des turbo call. On préfère chez IG plutôt se positionner sur turbo long et turbo short pour bien faire la différence justement avec les produits que vous avez évoqués précédemment, les options ou même les varants. D'accord. Où là vous allez retrouver des calls et des puts. Donc vraiment on est sur un univers et un objectif de placement qui est complètement différent. D'accord. Ok. La dernière caractéristique qui est très importante, c'est la barrière de désactivation sur le turbo. C'est-à-dire que quand vous allez agir sur un turbo, vous avez une barrière. Dès lors où le sous-jacent va venir toucher cette barrière, eh bien cela va désactiver le produit. D'accord. En soi, on pourrait, je dirais, comparer cette barrière de désactivation à un ordre stop. Ok. C'est-à-dire que si le scénario est en votre défaveur, à un moment, la caractéristique du produit fera que votre produit sera désactivé. D'accord. Et donc votre position sera sortie. Et c'est que dans le cas en notre défaveur ou il y a également une désactivation à la hausse? Pour la barrière, c'est uniquement en cas de scénario défavorable. D'accord. On verra là aussi, lorsque vous êtes en position sur le turbo, vous n'êtes pas obligé d'attendre que la barrière soit désactivée et de perdre votre position. Bien sûr. Vous allez pouvoir sortir également en passant des ordres limites, par exemple sur des objectifs de gain, mais aussi ajouter des ordres stop sur votre position, c'est-à-dire ne pas être obligé d'attendre que la barrière soit touchée. Alors là, on a parlé un petit peu des caractéristiques, on comprend effectivement qu'il y a des turbos longs, des turbos short. Mais alors, un turbo, concrètement, pour un investisseur, c'est quoi? Ça sert à quoi si ce n'est pas une option, comme on le disait tout à l'heure? Alors, comme je vous disais, c'est un produit de bourse qui va vous permettre donc d'investir à la hausse ou à la baisse. Bien sûr. Avec du levier, c'est-à-dire sans immobiliser la totalité de la position. C'est ça, c'est le principal intérêt, c'est de ne pas immobiliser toute sa position. Exactement. Mais vous allez suivre de façon symétrique l'évolution du cours du sous-jacent. D'accord. On va reprendre un exemple juste après. Simplement ici en résumé, donc le turbo il vous permet d'investir sur un sous-jacent sans immobiliser la totalité du montant de la position. Bien sûr. De voir. Donc le fameux 10-100 dont on a parlé tout à l'heure, voilà. On a un effet levier de 10. Oui. La cotation du turbo est symétrique par rapport au sous-jacent, c'est-à-dire que si vous avez une position qui vaut 100 et que la position passe à 105, dans notre exemple de tout à l'heure, vous vous souvenez, on avait un produit qui valait 10 et on était passé à 15 en quelque sorte. Bien sûr. Et bien voilà, on va suivre la cotation de la même manière. Donc, comme je vous disais, de façon symétrique. Donc, permet de bénéficier d'un effet de levier. La barrière de désactivation donc, agit comme un stop. Une caractéristique importante, c'est que la perte sur un turbo, elle est limitée au prix du turbo. C'est-à-dire qu'on ne peut pas perdre plus que le montant investi. On ne peut pas perdre plus que son capital. D'accord. Exactement. Donc, effectivement, c'est un produit de bourse. Donc, en fait, on investit et on perd ce qu'on investit. Ah. Mais il faut quand même rappeler que si on met 10, qu'on a un effet de levier de 10, donc on est à 100, ça veut dire qu'à partir du moment où on passe à 90, on a perdu l'intégralité de son capital. On a perdu l'intégralité du montant que l'on a investi. Du montant qu'on a investi. Que l'on a posé sur la table. Bien sûr, oui. Donc ça, c'est important. Alors, pourquoi c'est important? Parce que parfois, sur certains produits à effet de levier, vous avez une perte qui peut être, non pas forcément illimitée, mais vous allez avoir la possibilité de perdre plus que le montant investi. D'accord. Au travers d'appels de marge, au travers de mécanismes financiers qui feront qu'on va vous demander de rajouter des fonds sur votre compte et de pouvoir tenir la position. D'accord. Là, sur le turbo, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que dès lors où la barrière est désactivée, c'est tout. La position s'arrête.
Et vous n'avez plus de turbo. On n'a plus de turbo. Voilà, ouais, la position est clôturée, tout D'accord. simplement. Alors, concernant l'effet de levier, et ça on va le revoir également, c'est plus la barrière de désactivation que vous allez choisir est proche du... Alors ici j'ai mis en premier est faible, plus la barrière est éloignée du cours du sous-jacent et plus l'effet de levier sera faible. D'accord, parce que plus le risque est faible de toucher la barrière de désactivation. Exactement, c'est-à-dire que plus on s'éloigne du cours, et en effet, moins le risque d'aller toucher la barrière de désactivation sera important. D'accord. A l'inverse, plus vous allez choisir une barrière de désactivation proche du cours actuel, et plus la possibilité d'être désactivé sera importante. Alors cette barrière de désactivation, je pense qu'il faut revenir un peu dessus, il faut bien comprendre. Du coup, ça veut dire que je me positionne, j'ai un scénario de marché, je pense que mon action qui vaut 100, mon action A, elle va aller à 120. Ouais. Je mets 10, un effet de levier de 10, je me positionne sur 100 et je me dis, bon, bah, ça va aller à 120. Donc, si jamais ça va à 120, moi, de 10, je passe à 30. Exactement. Là, il y a une barrière de désactivation. Ça veut dire qu'en fait, à partir du moment où il y a une barrière de désactivation, si jamais à un seul moment, mettons que je la mette à 80, on peut dire qu'on la met à 80. Si jamais elle touche une seule fois 80, même si après elle va remonter à 130, moi, je n'ai plus de turbo. C'est-à-dire que c'est comme un stop. C'est-à-dire que dès lors où le marché vient toucher cette barrière, la position est clôturée de façon ferme et définitive. D'accord. Et ça, c'est systématique sur tous les turbos. C'est systématique sur tous les turbos. Ça fait partie des caractéristiques du produit. Il existe d'autres caractéristiques sur turbo, puisque sur les turbos, vous avez différents types de turbos. Là, on est plutôt sur un scénario de type best illimité. D'accord. Best pour barrière équivalente au stop. Illimité, pourquoi illimité? Puisqu'il n'y a pas de valeur temps sur le turbo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échéance. Après, donc mon scénario peut se réaliser dans un mois comme dans 2 ans, exactement. Ce sera la même chose. Voilà. Du moment que j'ai mon turbo et qu'il n'a pas été désactivé, il continue à vivre. Tout à fait, il continue à vivre. Vous avez d'autres types de turbos. Alors, on ne va pas rentrer dans le détail sur ces autres, je dirais, turbos, mais vous avez les turbos pour lesquels vous avez également une valeur résiduelle, c'est-à-dire que lorsque vous touchez le stop, lorsque la barrière est touchée, vous récupérez une infime partie du montant de votre position. Ce n'est pas le cas ici sur les turbos de type best illimité. Vous avez certains turbos sur lesquels vous avez un calcul de valeur temps parce qu'ils ont une échéance. Bien sûr. Mais je dirais que le plus populaire aujourd'hui, on est sur un turbo de type best illimité. Donc ça, c'est les points essentiels finalement des turbos. Il y a une question qu'on peut se poser, du coup, c'est déjà le prix du turbo. ça paraît évident. Ouais. Mais ça tombe bien. Justement, voilà. On a ici sur donc la présentation à l'écran. Donc, comment est calculé le prix du turbo? Donc, il est calculé par rapport justement à sa barrière de désactivation. Donc, je vais vous... D'accord, donc on revient sur cette idée de finalement on va payer le risque quelque part. C'est que plus la barrière de désactivation est loin ou plus elle est proche, plus le risque va être élevé ou faible et donc en fait ça va influer sur le prix. C'est ça, c'est-à-dire que le prix de votre turbo correspond à votre perte maximum dès le départ. Ok. Alors on va justement redétailler, donc ici on parle de valeur intrinsèque, c'est-à-dire c'est le cours du sous-jacent moins le niveau de la barrière. Donc quand on parle de valeur intrinsèque, c'est la valeur réelle du turbo. D'accord. Vous allez voir, je vais vous mettre à l'écran. Donc ici, je pense qu'on va s'amuser à définir les termes un peu compliqués qui apparaissent. Si vous voulez, bien sûr. On a le cours du sous-jacent. Et sur ce cours, on a un moment une barrière. D'accord. Alors, entre la barrière et vous voyez l'extrémité ici à droite, on a donc ce qu'on appelle la valeur intrinsèque. La valeur intrinsèque, c'est la valeur quelque part mathématique du turbo. C'est sa valeur réelle, vous voyez, parce que si on part de zéro, c'est-à-dire de la gauche sur la droite jusqu'au niveau de la barrière, c'est ce qu'on appelle le niveau de financement de l'émetteur. D'accord. Moi, j'aime bien souvent faire une comparaison. C'est les 10 € pour le coup. Alors non, de zéro jusqu'à la barrière, on est sur, là, on serait sur 90. D'accord, ok. Les 10 €, c'est entre la barrière à 90 et le cours à 100. D'accord. Et oui, et l'intégralité, c'est le cours du sous-jacent, c'est les 100 de notre action de tout à l'heure. Exactement. D'accord. J'aime bien, moi, faire une comparaison parce que souvent, quand on parle d'effet de levier, notamment au niveau des investisseurs privés, ils nous disent « Ah là, mais moi, l'effet de levier, jamais je l'utiliserai, je ne mettrai jamais les mains là-dessus. » Eh bien, contrairement à ce qu'on peut penser, une grande majorité aujourd'hui des investisseurs privés a déjà utilisé l'effet de levier sans s'en rendre compte. D'accord, comment? Alors souvent, on peut faire la comparaison avec un prêt immobilier. Oui. Vous achetez aujourd'hui un bien immobilier qui vaut 100. On va vous demander un apport, bien sûr, qui peut correspondre éventuellement à la valeur intrinsèque de votre apport, et puis le reste est financé par la banque. Oui, c'est vrai, je ne l'ai pas forcément vu comme ça, mais oui, effectivement. Donc le fait d'acheter un bien immobilier... On identifie qui finance le reste, en fait, c'est juste la différence. Exactement.
Donc on peut comparer, alors bien sûr le produit n'est pas comparable, mais dans l'idée, si vous voulez, l'effet de levier, on peut également dire voilà, que vous avez déjà utilisé l'effet de levier si vous avez réalisé une opération immobilière d'achat. Parce que si vous revendez ce bien dans un mois, imaginons que vous avez sur 100 000 euros, bon, même si avec 100 000 euros on n'a pas grand-chose aujourd'hui à Paris. À Paris en tout cas, mais bon, peu importe. Vous nous suivez dans toute la France, donc c'est pas grave. Sur 100 000 euros, on vous demande un apport de 10 000 euros. Dans 2 mois, vous revendez ce bien à 110 000 euros. Vous récupérez au final votre apport initial plus la plus-value réalisée. Mais alors, comme je le disais, on identifie dans le cas d'un prêt immobilier qui finance, alors là, du coup, qui finance les 90 ? Alors, qui finance ? Eh bien, tout simplement, c'est l'émetteur. D'accord. L'émetteur du C'est turbo. IG en l'occurrence. Alors, c'est pas IG. C'est pas IG, parce d'accord. que IG, on agit comme un courtier. D'accord. Ce n'est pas nous qui fabriquons. C'est l'émetteur avec lequel vous travaillez. Voilà, exactement. Qui va donc financer cette partie de 0 jusqu'au niveau de la barrière. D'accord. Le niveau restant, c'est l'investisseur particulier qui va donc payer le prix entre la barrière et le prix actuel du sous-jacent. D'accord. Qui représente donc sa valeur intrinsèque et donc ce qui représente le prix du turbo. Et donc la barrière, là on parle pas, ce qu'on voit marqué barrière, c'est la barrière de désactivation. Elle sera toujours fixée en fait en fonction de le cours du sous-jacent et le prix que moi et le montant que moi j'apporte. La barrière, c'est l'émetteur qui va donc émettre par barrière de désactivation un turbo. D'accord. Et en fonction de l'effet de levier, du coup, automatiquement, il y a un lien entre les deux. Bien sûr, puisque plus la barrière que vous allez choisir sera éloignée, plus l'effet de levier sera réduit. D'accord, je comprends. Puisque le montant qu'on va vous demander d'immobiliser pour prendre la position sera beaucoup plus important. Bien sûr. Et à l'inverse, plus vous allez choisir une barrière proche du prix actuel, plus le prix du turbo sera faible, et donc plus l'effet de levier sera important. Et donc, plus le risque de désactivation le sera également. Donc, valeur intrinsèque très claire, égale cours du sous-jacent, donc le cours total du sous-jacent, moins le niveau de barrière, plus prime ajoutée par l'émetteur au prix du turbo. Alors ça, c'est du coup, il faut que vous vous rémunériez tout simplement avec les mineurs. Alors, c'est pas forcément la rémunération du courtier. D'accord. C'est le risque qui est calculé, le prix du risque en quelque sorte, qui est inclus dans le prix du turbo. D'accord. Ça représente un pouillème sur le prix du turbo, mais cela permet à l'émetteur de pouvoir en quelque sorte se couvrir, de pouvoir amortir un choc de marché imprévu. D'accord, ok, une prime de risque payée par tous ceux qui vont exactement souscrire à un turbo. Tout à fait. On prend un exemple ? Allez, c'est parti, pour comprendre un peu plus. Alors je vous ai pris un exemple très concret, ça tombe bien puisque j'ai écrit cet exemple il y a quelques jours et on est quasiment dans les clous, parce que je regardais le CAC tout à l'heure avant de venir, on est au-delà de 6600 points, enfin en tout cas on flirte au-dessus des 6600 points. Vous aviez pris un turbo du coup en fonction de votre scénario de marché à ce moment-là ? J'ai pas pris le turbo, je n'ai pas pris position avant de venir, mais je vous ai pris un exemple donc, sur un achat de turbo long, avec ici une barrière de désactivation à 6200. Alors c'est vrai quand on regarde un turbo, en général dans la dénomination du turbo, vous avez comme ici une valeur, donc 6200, c'est le niveau de sa barrière de désactivation. D'accord. Donc, on va prendre ici le CAC 40. Cours du sous-jacent, 6600. Voilà, 6600. On va ensuite mettre la barrière à 6200. À 6200. Donc ça, c'est mon scénario de marché. C'est mon scénario de marché. On va dire que le CAC actuellement est à 6600. D'accord. Hein, okay. Oui, c'est le cours du sous-jacent. C'est le cours du sous-jacent à l'instant T. Donc la barrière de désactivation que l'on choisit sur le turbo, enfin en tout cas le turbo que l'on va choisir, on va choisir un turbo ayant une barrière à 6200. D'accord. Donc, pour reprendre ce que l'on vient de voir, la valeur intrinsèque calculée, c'est donc 6600 moins 6200, c'est-à-dire c'est la partie que l'on va nous financer, qui représente donc 400. Si on veut calculer l'effet de levier, on va prendre donc la valeur nominale du trade, c'est-à-dire l'exposition globale dans le marché qui est de 6600. On la divise par le montant qu'on doit investir, 400 €. On obtient l'effet de levier. Alors je voulais calculer. 16,5. 16,5. D'accord. De tête. Voilà. Voilà. Et donc on a un turbo ici dont la valeur est de 400. D'accord. Néanmoins. Alors oui, pardon. Un turbo dont la valeur est de 400, dont la valeur intrinsèque est de 400. La valeur est de 400. D'accord. Ça, c'est pour la théorie. Oui. On va voir que comme pour quasiment l'ensemble des produits de bourse, l'émetteur en général décimalise le produit afin d'avoir un accès, je dirais, plus simple et plus facile, et ce qui permet également d'adapter le montant que l'on investit, enfin en tout cas la taille de la position que l'on souhaite investir par rapport au montant de son capital. D'accord. Alors qu'est-ce que ça veut dire décimaliser ? Alors je vais vous montrer.
Décimaliser, c'est-à-dire que l'émetteur va diviser le prix du turbo. On applique ce qu'on appelle le principe de parité. D'accord. Donc ici, alors souvent... Alors déjà, on n'est pas à 400, mais à 401, parce qu'il y a la prime de 1 euro qui est rajoutée. En effet. Cette fameuse prime dont qu'on a vu tout à l'heure. Alors là aussi, c'est pas forcément 1 euro, c'est juste pour l'exemple. C'est un exemple, d'accord. Voilà. Ça, c'est défini par l'émetteur. C'est défini par l'émetteur. D'accord. Cette prime, elle peut évoluer aussi bien à la hausse ou à la baisse, en fonction des caractéristiques de marché, des paramètres, notamment en termes de volatilité. D'accord. Si on est dans un marché extrêmement volatile ou sur un produit extrêmement volatile. Elle va être plus chère parce que plus risquée. Voilà. Ou éventuellement, à l'aube d'une annonce de chiffres importante ou d'un événement de marché important, en effet, l'émetteur peut à un moment éventuellement écarter cette prime de risque. D'accord. Donc ici, le prix proposé sur le turbo ne sera pas de 400. On ne va pas vous demander d'immobiliser par turbo 400 euros, mais vous allez avoir la possibilité de rentrer sur 1 centième de ce montant. Donc on va diviser le turbo ensuite. Exactement. Donc ici, avec une parité de 100, le prix du turbo sera donc de 4,01, puisque là aussi sur le prix proposé, vous avez une fourchette de négociation. D'accord. Un bid-ask, donc avec un côté acheteur et un côté vendeur. Donc en fait, pour permettre d'y rentrer plus facilement, si je comprends bien, on va diviser le prix du turbo parce que en fonction, du coup, le cours du sous-jacent, lui, il peut pas bouger. Donc ensuite, on va trouver la valeur intrinsèque du turbo et ensuite, on va le diviser, c'est-à-dire qu'en fait, il faut, mettons que ce turbo s'appelle turbo A, il va falloir 100 turbo A pour avoir le turbo réel indexé. Pour avoir l'équivalent d'un CAC. D'un CAC, d'accord. Voilà, exactement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ici, sur l'évolution d'un point de CAC, à chaque fois, vous allez gagner ou perdre 1 centime d'euro. D'accord. Si vous prenez en effet 100 turbos, sur l'évolution d'un point de CAC, vous serez gagnant ou perdant pour chaque point d'1 euro. D'accord. Tout simplement. Et si jamais le CAC 40 passe les 6200, c'est désactivé. En effet, si on vient toucher la barrière de désactivation, si le CAC 40 passe de 6600 à 6200, votre turbo est désactivé. Alors ce qui est important, c'est ce qu'on va voir justement après, c'est que la valeur de votre turbo, elle va évoluer bien sûr en fonction de l'évolution du CAC. Et alors justement, on peut regarder cette évolution, puis on regardera après si vous avez des questions à nous poser durant le temps imparti. Mais d'abord, un exemple à la hausse de 1% du CAC 40, alors, donc 6666. 6666. Alors ce n'est pas un chiffre maudit. Non, mais on pourrait le croire. Mais... Ouais, c'est juste pour l'exemple également. Bien sûr, c'est une hausse de 1%. Donc sur le cours de 6666, souvenez-vous, on avait un CAC qui valait 6600, donc on a pris 66 points. Donc la barrière, elle n'a pas bougé. En revanche, ce qui a bougé, c'est le prix du turbo. On est passé de 400 à 466, puisque cette première partie de 0 à 6200, elle ne bouge pas, puisque nous, on intervient... À un instant T. Enfin, il est émis à un instant T, on l'achète à un instant T, et ensuite, si jamais le sous-jacent évolue, le prix du turbo évolue. Exactement. Donc là, on est dans le... juste pour faire un parallèle, on est dans le cadre d'un turbo long, mais on peut également prendre le même type de scénario, à l'inverse, cette fois-ci sur un turbo short, c'est-à-dire plutôt anticiper une baisse du CAC. Donc ici, la barrière est à 6200, la valeur intrinsèque, donc calculée 6666 moins 6200, donc on arrive automatiquement, sur un turbo, elle évolue. Exactement, elle évolue. La prime, j'ai repris l'exemple d'1 euro pour l'intégrer dans le prix du turbo. On a un turbo qui vaut 467 euros. Toujours pareil, principe de décimalisation, le prix proposé avec la fourchette, le bid-ask. Et donc, ça veut dire que le prix, la hausse de 1% du sous-jacent VS 16,5% sur le turbo. Exactement, c'est-à-dire que vous avez bénéficié de l'effet de levier, puisqu'on l'avait vu, l'effet de levier est de 16,5. Donc pour une hausse de 1% sur le CAC 40, vous bénéficiez d'une performance de 16,5%. Sur votre turbo. Et donc là, si mon scénario se réalise, ça veut dire que mon turbo a gagné en valeur, et ça veut dire quoi? Que je peux le revendre plus cher que je l'ai acheté, c'est ça? Vous pouvez le revendre plus cher que vous l'avez acheté. Souvenez-vous, on l'avait acheté 400, enfin en tout cas 4,01. Il vaut désormais 4,67. Ici sur la fourchette, je vais pouvoir le revendre à 4,66. Donc j'ai réalisé une performance par rapport à mon achat initial, donc de 16,5%. Encore faut-il que je trouve un acheteur. Alors, l'acheteur, vous allez le trouver, puisque sur les turbos, il y a une règle, c'est que l'émetteur a l'obligation d'animer le produit d'un côté et de l'autre, aussi bien à l'achat et à la vente. D'accord. Donc vous aurez toujours une contrepartie qui vous permettra donc de liquider votre position. On a un exemple si jamais le CAC 40 baisse pour le coup? On a un exemple, Nicolas, en effet. Donc on a pris l'exemple inverse. Donc le CAC chute de 1%. Donc on arrive à une valeur de CAC de 6534 points. Vous voyez qu'ici, le niveau de financement, lui, n'a pas bougé. Bien sûr. De toute façon, il ne bougera jamais
durant toute la vie du turbo, la barrière reste figée. Et ici, la valeur intrinsèque, en revanche, ne vaut plus que 334 €. Donc, notre turbo a baissé. Bien sûr. Donc, on décimalise, la baisse est également présente. Voilà. Il vaut plus que 3,35 par rapport à 4,01 tout à l'heure. Donc, pour une baisse de 1%, cette fois-ci, on a perdu 16,5%. On a perdu 16,5%, puisque l'effet de levier, comme on l'a vu, s'applique également sur les contre-performances, et lorsque le scénario est en votre défaveur. Sachant que, je le répète, si on va toucher la barrière de désactivation, notre turbo sera donc désactivé de façon définitive. Il est néanmoins possible, à tout moment, de pouvoir liquider cette position, bien sûr, soit au marché, de dire je sors de cette position immédiatement, soit je garde cette position, mais je trouve que la barrière à 6200 est peut-être un peu trop éloignée et je préfère limiter éventuellement mon risque et placer un ordre stop sur ma position, pourquoi pas à 6300 points, par exemple. D'accord, pour éviter de perdre plus... L'intégralité, d'accord. Voilà. On va faire également un focus sur les Turbo 24 juste avant. Oui. On va regarder si vous avez des questions. Là, on a la présentation du coup qui s'affiche, que vous voyez également derrière nous. Est-ce qu'il y a des questions spécifiques qui vous viendraient alors que nous discutons des turbos? Je n'en vois pas pour le moment. Je vous rappelle que vous n'hésitez pas à en poser si les turbos sont clairs. Alors effectivement, on a une présentation sous les yeux, donc c'est beaucoup plus simple de comprendre le détail des calculs. Mais n'hésitez pas, voilà, il nous reste encore une dizaine de minutes pour parler des turbos. N'hésitez pas à nous poser toutes vos questions. Christophe Berth est là pour y répondre. On peut maintenant faire un focus, maintenant qu'on a compris les turbos dans leur ensemble. Ouais. Parler un petit peu, on a parlé de sous-jacent, on a parlé de prix d'exercice ou autre, il y a différents types de turbos, il y a différentes familles de turbos. Alors vous, chez IG spécifiquement, votre expertise? Donc aujourd'hui, on a lancé une gamme de turbos spécifiques qu'on appelle les turbos 24. D'accord. Ce sont des turbos qui vont donc coter 24 heures sur 24. D'accord, 24 pour 24 heures, très bien, très exactement. On va simplement reprendre le schéma. Alors si on peut avoir le schéma arriver, voilà, c'est bon, on le voit. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'IG, on est connu plutôt comme un émetteur de CFD. Oui. Historiquement, nous proposons des CFD, des produits en OTC. Aujourd'hui, on propose donc des produits listés, donc qui sont les Turbo 24. Donc notre rôle, ce n'est plus de fabriquer un produit en tant que tel comme le CFD, produit OTC. On va donc proposer des produits proposés par un émetteur, qui est Redius, qui est un émetteur donc, sur lequel il va agir sur une place de négociation. Les fameux MTF. Là, on est sur un MTF pour le coup. Exactement, qui est Spectrum, donc qui est une place de marché alternative, qui est basée en Allemagne, qui existe depuis un petit peu plus de 2 ans aujourd'hui. Ça change quoi pour un investisseur particulier, que ce soit sur Euronext ou sur un MTF? En soi, rien. D'accord. La réglementation est la même? La protection est la même? La réglementation est la même, la protection est la même. D'accord. Puisque ces places de marché sont autorisées et régulées par les autorités de marché. D'accord. Ce ne sont pas des places offshore sur lesquelles l'émetteur peut faire un peu tout et n'importe quoi. Au contraire, les règles sont exactement les mêmes que sur une place de marché comme Euronext. D'accord. La seule différence, je pense que les coûts pour les émetteurs sont un peu moins importants. Alors, on a ici donc sur le schéma, principe d'échange, c'est-à-dire que Redius envoie ses turbos sur le marché, et en face, nous avons donc nos clients qui vont pouvoir négocier donc directement sur Spectrum et négocier sur les turbos, aussi bien à l'achat ou à la revente des positions. Alors j'ai repris quelques caractéristiques sur le Turbo 24. Donc comme je disais, ce sont des turbos qui vont coter 24-24. Okay. Alors ça c'est vraiment une exclusivité. C'est pas le cas, c'est pas toujours le cas? C'est pas le cas ailleurs. D'accord. C'est pas le cas sur les autres turbos. Vous allez pouvoir... Oui, parce qu'en fait ça va dépendre de la cotation du sous-jacent, c'est ça? Si le sous-jacent cote de 9h30 ou de 9h à 17h30, voilà. Pour le coup, oui bien sûr. Là vous allez avoir une cotation en dehors des heures de marché qui va vous permettre aussi bien d'entrer sur le produit ou de sortir du produit. Mais le sous-jacent, il ne code pas, lui, en dehors des heures de marché. Le sous-jacent ne code pas, mais vous savez, par des mécanismes de cotation électronique. Bien sûr, ou les futurs, ou ce genre de choses. Exactement. L'émetteur va pouvoir fournir une cotation électronique du produit, voilà, ce qui vous permet donc d'entrer ou de sortir. Alors là aussi, il y a une particularité. C'est la question qui revient régulièrement. Sur le turbo, on nous dit, bah oui, mais à ce moment-là, si la barrière de désactivation est touchée la nuit, comment ça se passe? Eh bien, justement, l'avantage du Turbo 24, c'est que sur la nuit, les horaires de nuit, il n'y a pas de désactivation. D'accord. Oui, puisque c'est pas une réelle cotation, entre guillemets, c'est pas dans les horaires où tout le monde... Je vous montrerai, j'ai pris un exemple, notamment sur le marché US. Bien sûr.
le marché américain lors de la nuit des élections. D'accord. Une nuit quand même très agitée et très volatile, puisque les résultats étaient complètement incertains durant toute la nuit. Et on le verra, pas mal de volatilité, une barrière touchée à plusieurs reprises. Néanmoins, le turbo n'a pas été désactivé. Alors, on va regarder peut-être d'autres caractéristiques effectivement avant. Donc sous-jacent, indice, majorité des indices mondiaux, indices majeurs, des paires de devises, les matières premières comme le pétrole ou l'or, et les actions. D'accord. Donc aujourd'hui, on a un panel de 50 actions disponibles. Les grosses actions américaines, les grosses actions également sur le marché français et les grosses actions également sur les marchés européens. À noter néanmoins que sur les actions, il n'y a pas de cotation la nuit. D'accord. Donc même si on est sur un Turbo 24, pas de cotation, pas de possibilité de prendre ou de fermer une position en dehors des heures de cotation. Le principe, c'est que vous n'avez pas non plus de commission de négociation chez IG. Donc on rajoute pas à la prime, on rajoute pas au prix du turbo. D'accord. Pas de négociation ni à l'achat ni à la vente. La cotation est exclusivement en euros. Ça veut dire que même si vous négociez des produits sur des actions US, vous n'avez pas de frais de change en quelque sorte sur vos opérations. Tout se négocie en euros. Bien sûr, vous allez pouvoir choisir la barrière de désactivation. Ça, c'est vous qui la choisissez. Donc pas de désactivation, on l'a vu, mais je vous remontrerai l'exemple. L'effet de levier à partir de 2. Pas d'échéance, puisqu'on est, comme je vous le disais tout à l'heure, sur un produit illimité. La barrière donc, est réajustée quotidiennement. Alors, une chose importante, c'est qu'il y a un pricer sur la plateforme. D'accord. Le pricer, c'est un outil qui vous permet de recalculer le prix du turbo en fonction d'un niveau que vous allez choisir. Vous voyez, tout à l'heure, on était sur un CAC à 6600. On a très simplement calculé le prix du turbo. Vous pouvez, avec le pricer, par exemple, dire, voilà, si le CAC touche 6800, combien vaudra mon turbo? Donc ça, cet outil vous permet de le faire. Alors Christophe Berth, on a des questions qui arrivent et il nous reste très peu de temps pour conclure cette table ronde. On va peut-être du coup passer l'exemple de la nuit des élections américaines très rapidement. On voit du coup, on peut peut-être aller sur la question de l'investisseur qui nous dit quel pourcentage des investisseurs gagnants, perdants et montant moyen annuel de perte-gain par investisseur en 2020. Alors 2020, c'est une année particulière. Mais déjà sur ce pourcentage d'investisseurs gagnants, perdants sur les turbos, vous avez cette vision-là chez IG? J'ai pas cette donnée. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur les produits à effet de levier, on a quand même une grande majorité de clients perdants. D'accord. On revient sur ce couple rendement-risque. Oui, dans le couple, il y a risque aussi. C'est justement souvent dû à une méconnaissance du produit. D'accord. Ou éventuellement une utilisation de l'effet de levier quand même... je dirais, qui est faite à tort ou qui est faite de façon extrême. Donc il faut être extrêmement prudent lorsque vous utilisez un produit à effet de levier. Je n'ai pas le chiffre, le rapport entre gagnants et perdants, mais ce qui est sûr, c'est que vous avez plus de perdants que de gagnants. Donc on en revient un peu sur ce qu'on disait au début de la matinée où effectivement parfois on regarde trop les espérances de rentabilité et on oublie de regarder l'intégralité du produit. Là c'est un peu ce que vous nous dites, c'est pour ça qu'il y a plus de perdants que de gagnants. C'est vraiment important lorsque vous investissez sur un produit de bien connaître les caractéristiques du produit sur lesquelles vous allez rentrer. Et alors c'est intéressant aussi, montant moyen annuel de perte-gain par investisseur, les montants moyens investis sur les turbos, vous en avez une idée ou... Non, de la même manière, j'ai pas de chiffres. Là, on est plutôt côté émetteur. Non, j'ai pas de chiffres précis. Ça dépend, j'ai envie de vous dire, tout est équivalent en fonction du montant que vous allez investir. D'accord. Plus vous allez investir, peut-être que plus vous allez perdre, et moins vous allez investir, moins vous allez perdre. D'accord. Et là aussi, tout dépend, je dirais, du montant que vous allez investir par rapport à la globalité de votre portefeuille. Clairement, comme vous le disiez dans l'intervention précédente, aucun intérêt à investir l'intégralité de ses avoirs ou de son portefeuille global sur un turbo, par exemple. L'essentiel est quand même de diversifier son risque. Et alors Christophe Berth, je vous ai effectivement un peu coupé, il nous reste 30 secondes pour conclure du coup rapidement sur les turbos. Alors les turbos, donc rapidement si je vous reprends quelques exemples. Donc ici je vous ai mis à l'écran le principe donc, de turbo sur le CAC 40. Donc vous avez le choix en termes de barrière de désactivation. Vous voyez que d'ailleurs sur la plateforme ici à droite, vous avez également les effets de levier qui apparaissent, calculés en temps réel. D'accord. Ces produits sont à utiliser, je dirais, avec prudence. Ou parcimonie. Pas forcément parcimonie, mais en tout cas prudence, et sur lesquels vous devez appliquer des règles de money management, aussi bien en termes d'objectifs, c'est-à-dire placer des ordres limites, mais également placer des ordres stop et accepter le fait que l'on ait tort.
Et le principe, là aussi, du fait de la barrière de désactivation, vous avez une sécurité qui vous permet de ne pas perdre plus que le montant que vous avez investi à l'origine. Et effectivement, on pourra conclure là-dessus. On a parlé de scénario de marché. Il ne faut pas oublier qu'il faut avoir son scénario de portefeuille aussi. Il faut savoir ce qu'on est prêt à perdre, ce qu'on est prêt à ne pas perdre, et surtout qu'il faut savoir sortir à temps quand on est face à une situation qui ne serait pas forcément favorable. Ça fait partie des règles de base d'un bon money management et d'une gestion de portefeuille et de position. Merci beaucoup Christophe Berth de nous avoir détaillé du coup ces investissements dans les turbos. Donc c'est un peu plus clair maintenant pour nous. Puis s'il y a plus de questions, du coup, on sait vers qui se tourner sur le site ig.com, et également vous avez nos coordonnées téléphoniques pour contacter nos équipes si vous souhaitez donc en savoir un peu plus. Christophe Berth, responsable du développement chez IG France. Merci à vous également d'avoir suivi cette troisième journée de Live Invest. 3 jours denses donc en matière de conseils et d'analyse en placement financier selon chaque profil. Je le rappelle, on a parlé d'assurance vie, de PER, de pierre papier, de compte titre PEA et bien sûr aujourd'hui des varants et des turbos. Pour finir, il me reste à remercier chacun des intervenants. À vous remercier également de nous avoir suivis durant ces 3 jours et surtout de vous parler de la prochaine édition qui aura lieu en décembre prochain, les 6 et 7 et 8 décembre prochains, au programme de l'édition de décembre. Investir aujourd'hui pour préparer demain. Alors préparer demain, ça peut vouloir dire préparer demain quand on parle de la planète, mais aussi préparer demain quand on parle de l'investisseur. Donc il y aura plusieurs thématiques abordées, évidemment l'épargne responsable, mais aussi l'optimisation de ses impôts, ou alors l'anticipation des imprévus. Je peux en tout cas vous dire au nom de toute l'équipe de Live Invest qu'on a déjà hâte de vous y retrouver. Rendez-vous donc en décembre et d'ici là sur le site live-invest.fr pour les inscriptions. Merci beaucoup.